prochain sujet abordé en est un très important. Il prend beaucoup de place dans l'espace public et justement, il y a plusieurs conférenciers, conférencières qui l'ont effleuré depuis le début de la journée, mais on y va tout de suite avec la prochaine conférence qui va s'y attarder en particulier. Alors, on va avoir une présentation des données de la santé mentale des travailleurs canadiens ainsi que les éléments prioritaires à cibler à ce sujet. Alors, pour nous entretenir sur ce sujet, nous avons Marilyn Grandmaison qui sera avec nous, directrice recherche chez TELUS Santé. Madame Grandmaison, on vous écoute. Bon après-midi à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous. Le but de la session d'aujourd'hui, c'est de partager nos résultats de recherche afin que vous ayez une compréhension approfondie des enjeux de santé mentale de la main-d'œuvre. Je vais communiquer beaucoup d'informations sur ces enjeux, sur les tendances qu'on observe, puis j'espère que ça va nourrir votre réflexion sur l'impact que ça a sur vos employés. Donc, je partage mon écran un instant, ce ne sera pas très long. Ah, donc, oh, ok. Voilà, c'est parti. Donc, on va commencer par évaluer l'état actuel de la situation. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement, puis non seulement les changements en soi, mais on voit aussi une accélération de l'évolution de ces changements. La santé mentale fait partie de cette évolution. Dans les 3 dernières années, on a eu des hauts, on a eu des bas, on a fait face à des défis de taille. Puis maintenant, notre santé mentale est différente. C'est important de le comprendre si on veut aborder les enjeux qu'on observe de façon pertinente. On sait aussi que tout ça, ça a eu un impact sur notre productivité au travail. Puis ça serait naïf de penser que tous ces changements qui affectent la santé mentale ne vont pas affecter à leur tour la productivité. Les deux vont ensemble. C'est encore plus important d'en être conscient aujourd'hui parce qu'on est dans une économie qui est propulsée par l'individu. L'innovation, la créativité, la collaboration, c'est tous des aspects sur lesquels notre santé mentale a un impact. Puis malheureusement, l'impact peut potentiellement être très négatif. Alors, on va regarder certains éléments qui vont contribuer à cet impact. On va aussi porter une attention particulière aux générations plus jeunes de travailleurs. On sait qu'il y a des enjeux qui ont un impact particulièrement sur les plus jeunes travailleurs, mais quand on regarde les données, c'est intéressant parce que l'incidence ne va pas être uniquement sur les plus jeunes, sur les 30 ans, les 25 ans et moins. On observe que ces enjeux continuent d'être présents chez les travailleurs qui sont un peu plus âgés. Donc, les défis auxquels les travailleurs ont fait face plus jeunes les suivent dans leur progression de vie adulte. Ça indique que c'est une problématique de cohorte, puis non une problématique qui est reliée aux différents stades de la vie. Puis c'est la réalité de la nouvelle population active. On va aussi s'attarder sur les éléments de la culture organisationnelle qui influencent de façon positive, de façon négative la santé mentale. L'environnement dans lequel on évolue au travail, la perception des gestionnaires, les différents styles de leadership ont une incidence qui est mesurable sur la santé mentale et donc, conséquemment, sur la productivité des employés. Alors, on va identifier les éléments les plus critiques ensemble. Puis de tout ça, découle la nécessité de faire évoluer les avantages sociaux, les services, les programmes qui sont offerts aux employés. Les besoins ne sont pas les mêmes selon le groupe d'âge, selon le stade de la vie, puis aussi selon ce qui se passe dans la société en général. Donc, il faut s'assurer qu'on répond aux besoins actuels des travailleurs d'aujourd'hui. Puis finalement, ça va être un plaisir pour moi de vous présenter l'indice de stratégie organisationnelle pour la santé mentale. C'est un outil qui est spécialement conçu pour que vous puissiez, en tant que professionnel des ressources humaines, évaluer votre stratégie de soutien en santé mentale. Alors, la majorité de l'information que je vais partager avec vous aujourd'hui provient de l'indice de santé mentale par TELUS Santé. On a investi pour s'assurer d'avoir des données en temps réel sur ce qui se passe au niveau de la santé mentale des gens en emploi. Donc ça, c'est important de s'en souvenir. Les données que vous allez voir proviennent de travailleurs. Ce ne sont pas des données de la population en général. Ce sont des adultes en emploi. Donc, l'indice de santé mentale représente l'une des plus importantes bases de données de score de santé mentale, puis ça regroupe les résultats d'un échantillon représentatif de 15 000 travailleurs à travers le monde. Les données qui sont répertoriées ont été recueillies de 2017 à aujourd'hui.
Puis depuis avril 2020, elles sont recueillies sur une base mensuelle au Canada. Alors, on couvre plusieurs pays, comme je l'ai mentionné, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie. On a récemment ajouté Singapour, puis aussi une Europe européenne. Si on parle du Canada spécifiquement, c'est un échantillonnage de 3000 individus. Puis je veux souligner que ce pas des données qui proviennent de nos clients. Donc, on voulait une véritable mesure de la population active. Nos données de clients auraient été un échantillonnage biaisé. Donc, je le répète une autre fois, ce ne sont pas des données qui proviennent de nos clients. On souhaitait avoir une fenêtre sur ce qui se passe dans notre société réellement en termes de tendance. Alors, notre échantillonnage est représentatif au niveau des industries, au niveau démographique aussi. Puis, l'indice de santé mentale, en soi, c'est un score, c'est une mesure qui nous aide à comprendre où la population en est en termes de santé mentale. Donc, on va parler du score en tant que tel un peu plus tard. On a aussi des indicateurs qui sont reliés au sentiment d'anxiété, de dépression, d'isolement, d'optimisme. Donc, tout ça, ça nous donne vraiment une bonne vue d'ensemble. On a aussi une section où on fait une enquête pour comprendre ce qui se passe. Donc, de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui fait une différence au niveau du soutien. Donc, il s'agit vraiment d'une énorme base de données d'informations qui permet d'offrir une compréhension en temps réel du niveau de risque chez les travailleurs, des répercussions de la santé mentale sur le milieu de travail, puis aussi des actions qui peuvent changer les choses. Donc, tous les rapports sont disponibles gratuitement sur notre site Internet, puis je vous invite à les consulter. Donc, c'est intéressant, quand on regarde la progression de notre santé mentale, on observe des fluctuations au fil du temps. Donc, si on se ramène un peu au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'anxiété. Le sentiment d'isolement s'est aggravé. On vivait énormément d'incertitudes, il y avait des craintes financières. On avait perdu à ce moment-là notre sentiment de contrôle. Se sentir en contrôle, c'est très important pour l'esprit humain. Puis tout ça, ça nous a mis dans une position vraiment difficile. Les personnes plus à risque sont passées en état de crise. Les gens qui allaient bien, somme toute, ont passé à un état plus vulnérable. Il y a une augmentation d'une certaine précarité pour la santé mentale au niveau de la société dans son ensemble. Donc, ce qu'on observe avec nos données, c'est un décalage de la santé mentale. Donc ensuite, lorsqu'on avance un peu plus dans la pandémie, on passe à une phase de profonde fatigue. Donc c'est à ce moment-là que les gens qui étaient peut-être pas passés d'une catégorie de risque plus élevé sont devenus épuisés. Puis remettez-vous un peu dans le mood là, de l'époque. On était épuisés à force de suivre tout ce qui se passait dans les nouvelles, de faire attention à tout ce qu'on faisait, de s'inquiéter pour nos enfants, de s'inquiéter pour notre travail. Donc c'était un état d'hypervigilance. Puis ça a engendré un épuisement parce qu'on n'avait pas vraiment de moyens de récupérer pendant cette période. Il y a des nouveaux mécanismes d'adaptation qui se sont installés. Pour certains, c'était des bons mécanismes, mais pour d'autres, pour beaucoup, c'était pas des mécanismes sains. On observe une augmentation de l'utilisation de substances, donc notamment l'alcool, mais aussi la consommation de médicaments sur ordonnance a augmenté. Donc, tout ça, c'est des mécanismes utilisés pour gérer l'anxiété, mais qui ont des conséquences plus tard. Puis maintenant, on est dans une phase où il y a une sensibilité accrue au stress. Vous en avez probablement vu l'impact. On observe une augmentation de la violence armée et une recrudescence de comportements fondamentalement désagréables entre les gens. Puis si vous n'avez pas vécu ça vous-même, parlez à quelqu'un qui travaille dans un centre d'appel, parlez à quelqu'un qui travaille dans un café, parlez à quelqu'un qui travaille à la banque, qui interagit avec le public. Ils vont vous dire que c'est le cas. On est maintenant dans un endroit différent. Il y a plus de gens qui ont des problèmes et les problèmes sont plus complexes. Puis quand on y pense, on vit des tensions depuis 3 ans. Donc, quand on traverse ce genre de tension-là pendant une longue période de temps, on ne revient pas comme on était simplement en arrêtant de porter un masque. Donc, pour mettre quelques chiffres là-dessus, on est passé d'environ 12% de la population active qui est considérée comme à haut risque de problèmes de santé mentale à 34% en ce moment. C'est une augmentation majeure. Puis par risque élevé,
On parle de personnes dont les symptômes, les émotions interfèrent avec leur vie personnelle à tous les jours, avec leur travail. Puis on observe aussi que les comportements d'alcool à haut risque ont quadruplé. Donc, c'est une donnée qui est très importante. On n'en parle pas assez. C'est un très gros problème. Passer de 2% à 8% au Canada, euh, c'est un problème imminent. Un risque élevé, on l'évalue comme étant 15 verres ou plus par semaine. Donc 15 verres, ça sonne beaucoup comme ça, mais ça peut sembler peu quand on le regarde au quotidien, quand la semaine avance, que c'est un petit peu difficile au travail, qu'on prend un verre de vin, une bière en finissant, que la fin de semaine, arrive. Mais c'est suffisant, 15 verres par semaine, à toutes les semaines, pour se placer dans une catégorie où on est plus susceptible de développer un trouble lié à l'utilisation de substances. Alors, pendant une longue période de temps, si on continue un niveau de consommation comme ça, c'est des niveaux où on observe des changements au niveau du cerveau. Donc, c'est pas une donnée qui est insignifiante. Puis nos données indiquent que la hausse la plus importante, est associée au groupe d'âge de 50 à 59 ans. Mais par contre, c'est une problématique vraiment pour tous les groupes d'âge. Donc, je veux revenir un peu sur la sensibilité accrue au stress. Développer ce type de sensibilité-là, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Fondamentalement, les humains ont évolué pour réagir au stress, être prêts au combat ou à fuir. Donc, c'est la réponse de lutte ou de fuite. C'est un mécanisme qui est complexe, qui active les régions du cerveau qui contrôlent la peur, la motivation, la mémoire, l'humeur. Puis, en général, c'est un mécanisme qui est auto-limitant. Donc, ça veut dire qu'une fois que la menace est plus présente, le corps, l'esprit reviennent à la normale. Par contre, lorsque les facteurs de stress persistent, la réponse au stress reste activée. Puis une exposition à long terme aux hormones qui sont libérées par le stress vont entraîner une perturbation de la plupart des processus corporels. Alors, le stress chronique va induire des changements dans des ondes cérébrales qui sont spécifiques. Quand on est soumis à un stress prolongé, comme on l'était pendant la pandémie, ou s'il y a des facteurs de stress persistants dans la vie personnelle ou quoi que ce soit, le système de réponse au stress va devenir hypersensible, va rester activé. Ça va nuire à notre capacité d'adaptation, ça nuit au contrôle des émotions, ça nuit à la capacité de ressentir de l'empathie. Puis à ce niveau-là, encore une fois, ça ne revient pas simplement tout seul. Après avoir été activé d'une manière excessive sur une longue période de temps, le mécanisme va rester activé jusqu'à ce qu'il y ait une certaine intervention. Si le mécanisme reste activé, s'il n'y a pas d'intervention, si on ne va pas chercher de l'aide, s'il n'y a pas cette prise de conscience, on est plus susceptible de craquer, de péter un plomb. Alors, on est plus susceptible d'être en colère, plus susceptible d'être cynique, plus susceptible d'être impulsif. Puis ça, on l'observe dans plusieurs sphères de la société. Euh, Simplement à regarder les nouvelles, on voit une augmentation de la violence armée, je l'ai déjà mentionné, mais aussi ça couvre tout jusqu'au phénomène de la grande démission. Les gens sont plus, impulsifs, les gens sont plus en colère. Euh, donc, on vient de brosser un portrait d'ensemble sur la situation actuelle, sur comment on s'est rendu là, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Maintenant, on va regarder ce qui se passe chez les travailleurs selon leur âge. Puis, on observe une différence marquée pour plusieurs éléments selon l'âge. Alors, les 40 ans et moins seront 2 fois plus enclins à se sentir angoissés, 2 fois plus enclins à se sentir impuissants et aussi 1,5 fois plus enclins à se sentir isolés. L'isolement, c'est un facteur de risque majeur pour la santé mentale. Quand on se sent isolé, ça empire la façon dont on perçoit tout le reste. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on observe qu'il n'y a pas de différence selon l'âge au niveau de l'optimisme. Ça, c'est une excellente nouvelle. On peut construire là-dessus. C'est au niveau de l'optimisme face à l'avenir. Donc, ça, c'est bien. Euh, on observe aussi que malgré des sentiments accrus d'angoisse, d'impuissance, d'isolement, les travailleurs plus jeunes sont enclins à penser que c'est simplement comme ça, que c'est la façon dont les choses fonctionnent maintenant. Puis ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est accepter plus de risques dans nos vies quand on n'a pas besoin de le faire.
Alors un peu plus sur le sujet de l'écart en santé mentale selon l'âge, on observait une différence déjà sur la santé mentale entre les groupes d'âge, en 2017, 2018, 2019 quand on a débuté à collecter ces données. On observait une différence de 2 points entre les 40 ans et plus et les moins de 40 ans. Puis ce que je veux dire par point, donc ici on revient à notre score d'indice de santé mentale. Donc le score, c'est l'échelle qu'on utilise pour évaluer la santé mentale. C'est une échelle qui se situe entre 0 et 100. Puis c'est un peu comme un score d'examen. Donc 80 et plus, c'est bien. Santé mentale est un niveau optimal. 50 et moins, c'est un état qui est très vulnérable, un état à risque élevé pour la santé mentale. Puis entre les deux, c'est un niveau plus ou moins précaire, dépendant de où on se situe. Une différence de 2 points est significative à l'échelle de la population. Donc, quand on regarde en avril 2020, au début de la pandémie, l'écart de 2 points est passé à 9 points. Puis quand on regarde où on en est maintenant, la différence est de 11 points. L'écart s'agrandit. Les bouleversements qu'on a vécus ont une incidence bien plus importante sur les plus jeunes. Puis c'est une tendance qui est encore plus marquée au niveau de l'impact de la santé mentale sur la productivité au travail. Encore une fois, on observe une différence de quelques points en 2019. Puis, je le répète, la santé mentale et la productivité sont reliées. L'écart selon l'âge s'est élargi au début de la pandémie et est encore plus grand aujourd'hui. C'est un peu comme un effet boule de neige qu'on a de la difficulté à contrôler. Hem, Quand on parle de productivité au travail, de manque de productivité, de baisse, de hausse de productivité, c'est beaucoup en termes de l'effort qui est donné au travail. Puis je veux clarifier quelque chose de crucial ici aujourd'hui. Il y a cette croyance que les générations plus jeunes ne mettent pas autant d'efforts à l'ouvrage. Nos données ne supportent pas du tout cette croyance. Il n'y a aucune différence entre les groupes d'âge et l'effort discrétionnaire quand les employés se sentent bien. Aucune différence sur l'effort discrétionnaire quand les employés ne se sentent pas bien. La différence est au niveau du nombre de jours où l'employé, la personne ne se sent pas bien, mais va tout de même travailler. Donc, vous savez, les journées où on a mal dormi la veille parce qu'on était agité, il y avait quelque chose qui nous tournait dans la tête, ou les journées où on se sent plus vulnérable, où on est ébranlé émotionnellement, quand on est distrait par nos émotions, puis qu'on n'est pas en mesure de travailler à notre plein potentiel. La différence est au niveau de ce qu'on parlait un petit peu plus tôt, au sujet des travailleurs plus jeunes qui ressentent de façon plus accrue l'incidence des bouleversements qu'on a vécus. Donc, si on met des chiffres sur cette différence-là, les moins de 40 ans vont travailler en ne se sentant pas bien 28 du temps. Puis on en est à 18 du temps pour les 40 ans et plus. Donc, si on continue de pousser un peu, j'ai mentionné un peu plus tôt que les moins de 40 ans sont 1,5 fois plus enclins à se sentir isolés. Puis, je me permets de le répéter, l'isolement, c'est un facteur de risque majeur pour la santé mentale. Les humains ont besoin des uns des autres. C'est nos relations qui nous aident à s'adapter au stress. On n'est pas fait pour être seul. On est fait pour faire partie d'une famille, faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'une équipe. Ça nous aide à s'adapter parce que ça nous donne du soutien. Quand il n'y a pas de scène de forte relation avec les autres, on est nécessairement plus vulnérable. Puis on observe de façon constante parmi toutes les régions que les travailleurs plus jeunes sont moins enclins d'avoir de bonnes relations avec leur famille, avec leurs amis et avec leurs collègues. Ils sont beaucoup plus enclins à avoir des relations tendues, particulièrement avec leurs amis. Donc, si on poursuit sur le sujet, l'expérience d'amitié est différente. En amitié, on a besoin de se sentir accepté pour qui on est. On a besoin de pouvoir être soi-même, mais c'est pas ce que les travailleurs plus jeunes ressentent en ce moment. La façon dont on se lie d'amitié, heu, les expériences communes, la façon dont on interagit ensemble a changé. Puis c'est pas juste à cause de la pandémie. C'était en train de se passer depuis des dizaines d'années avant la pandémie, mais cette tendance s'est accélérée. Il y a un manque de connexion, un manque du sentiment d'acceptation. Puis ça a un impact accru sur les travailleurs plus jeunes, un impact accru sur leur santé mentale et sur leur productivité. Les jeunes générations sont moins susceptibles de vouloir s'impliquer au niveau du travail d'équipe, lorsqu'ils sont au milieu de travail. Puis ça c'est important de réaliser tout ça. Ils sont
peu susceptibles de faire confiance à leur entourage, autant dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Donc, il faut favoriser les situations où les gens travaillent ensemble. Puis, ça va pas arriver nécessairement en mettant des personnes ensemble dans des bureaux, mais il faut créer des opportunités. Sinon, il y aura pas autant d'innovation, il y aura pas autant de créativité. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement brillants individuellement, mais pas aussi brillants qu'un groupe de personnes qui travaillent vraiment en équipe. On parle souvent de stigmatisation reliée à la santé mentale quand on parle de différences générationnelles. Au niveau de notre expérience avec la stigmatisation, il y a beaucoup de gens plus âgés, beaucoup de travailleurs plus avancés dans leur carrière qui disent: «Quand j'étais plus jeune» ou «Moi, quand j'ai commencé ma carrière, tu pouvais pas dire telle ou telle chose». Ça, c'est vrai. Mais c'était à ce moment-là. Là, on est maintenant. Puis maintenant, nos données montrent que ceux qui sont plus âgés ont une perception qui a évolué. Ils comprennent, ils sont plus à l'aise de parler de santé mentale maintenant. Leurs expériences passées ont très bien pu être différentes, mais aujourd'hui, c'est différent aussi. On n'observe aucune différence notable entre les générations dans le niveau d'aisance à discuter de sa santé mentale. Où on voit une différence, par contre, c'est dans l'appréhension de la réaction au travail. C'est un problème de confiance. On observe que les travailleurs plus jeunes ont peur que s'ils osent parler de leur santé mentale au travail ou révéler qu'ils ont un problème de santé mentale, que ça pourrait nuire à leur carrière. Puis ça semble un peu contre-intuitif avec ce qu'on vient de voir, mais c'est la façon dont ils perçoivent leur environnement, pas nécessairement leur propre sentiment de stigmatisation. Alors ici, on étudie la façon dont les travailleurs perçoivent comment les autres vont les traiter. On voit moins de confiance dans les générations plus jeunes sur la façon dont leur employeur, leurs superviseurs, leurs collègues vont les traiter. Ils ressentent peut-être pas de stigmatisation envers eux-mêmes, ils vont pas discriminer les gens autour d'eux, mais ils sont inquiets que ça leur arrive. Puis la stigmatisation, c'est important de l'aborder. C'est aussi important que l'isolement parce que quand les gens ressentent de la stigmatisation autour d'eux, ça les empêche de faire ce qu'ils ont besoin de faire pour prendre soin même pardon, pour prendre soin d'eux-mêmes. Puis ça retarde le moment où ils vont chercher de l'aide, ça empire le problème. En considérant tout ça, ce qui est bien, c'est que les employeurs, les organisations se demandent ce qu'ils peuvent faire pour soutenir leurs employés. Alors maintenant, je vais partager avec vous quelques données qui pourraient vous aider à définir les prochaines étapes de votre stratégie de soutien. Donc ça, que les employeurs se posent cette question-là, c'est excellent. Puis ce qui est encore mieux, c'est que votre stratégie, ce que vous faites en tant qu'employeur, en tant que professionnel de ressources humaines, le soutien que vous offrez a un impact et fait une différence pour vos employés. Les employeurs qui démontrent un soutien visible pour la santé mentale ont des employés qui vont mieux, et ça, peu importe l'âge. Les employés qui se sentent soutenus ont un score supérieur à la moyenne de 7 points. Puis l'écart entre ceux qui ne se sentent pas soutenus et ceux qui se sentent soutenus est encore plus grand. On parle de 15 points de différence. Donc, ce que vous faites fait une différence. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu au niveau d'un soutien adéquat pour la santé mentale, mais ce qui est clair, c'est qu'on peut aider, on peut faire une différence. Alors, pourquoi ne pas le faire? La santé mentale, c'est complexe. Un soutien adéquat a plusieurs volets, je viens de le mentionner rapidement. Donc, on a les politiques, les pratiques organisationnelles, il y a les avantages sociaux, les différents services, les programmes qui sont offerts et aussi tous les éléments entourant la culture et le leadership. Hem, je veux parler, un peu plus spécifiquement des services, des programmes. Chez TELUS Santé, on porte une attention particulière aux services. Toutes ces informations, ces connaissances que je partage avec vous aujourd'hui, tout ça, ça nous tient aussi à cœur. On l'utilise pour s'assurer que le soutien qu'on offre s'améliore de façon continue et demeure pertinent. C'est aussi important pour nous de partager avec vous toutes ces connaissances sur ce qui fait une différence. On veut vous aider de toutes les façons possibles en commençant par vous armer avec des données supplémentaires pour vous aider à définir les actions qui sont propres à votre entreprise, les actions que vous avez besoin de prendre qui sont spécifiques à votre organisation, à vos employés. Donc, c'est un problème qui est complexe, qui augmente en complexité, donc qui doit être abordé dans des angles différents. Alors, je suggère qu'on travaille ensemble, puis qu'on s'assure de faire ce qui a besoin d'être fait ensemble. Hem,
Ici, c'est important de réaliser que les avantages sociaux et les services offerts sont importants pour vos employés. Alors, ce qui est intéressant sur ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est la mention de la flexibilité. On parle beaucoup de modalités de travail flexible. La flexibilité, c'est une forme de soutien majeur et ça contribue à promouvoir une meilleure santé mentale. Donc, pour les générations un peu plus âgées, les 40 ans et plus, l'importance de la flexibilité versus les avantages sociaux, les services est à peu près la même. Donc, on parle 36 les avantages sociaux, services, 31 pour la flexibilité. Puis quand je dis importance, ici, je parle ici de non seulement l'importance d'avoir accès à ce service en soi, mais spécifiquement de rétention. La flexibilité, les avantages sociaux sont les raisons principales qui incitent les employés à rester avec leur employeur. Donc, ce n'est pas des facteurs à négliger. Alors, plus ou moins la même importance chez les 40 ans et plus. Chez les 40 ans et moins, par contre, les avantages sociaux, les services sont plus importants que la flexibilité. Puis ça fait une grande différence sur la façon dont ces travailleurs perçoivent le soutien qu'ils reçoivent de leur organisation. Donc, l'avantage principal, primaire, tangible du soutien, donc de l'aide pour la santé mentale, par exemple, mais aussi la perception d'une valeur ajoutée qui incite les employés à rester chez eux. Donc, un autre aliment qui est absolument fascinant, c'est, particulièrement dans un contexte inflationnaire qu'on vit en ce moment, avec toutes les inquiétudes qui sont reliées aux finances, on observe que les 40 ans et moins sont plus enclins que les 40 ans et plus à préférer un meilleur soutien pour leur mieux-être à une augmentation de salaire de 10. Donc environ, 3 employés sur 10 chez les 40 ans et moins, un peu plus d'1 sur 5 sur les 40 ans et plus. Donc, cette donnée par elle-même souligne l'importance du travail qu'on fait, du travail que vous faites, pour vos employés, pour les soutenir. Donc, ça parle de soi. Donc, maintenant, un peu plus au niveau de la façon dont les gens interagissent avec les services. Donc, on a une personne sur 2, en général, un peu plus chez les 40 ans et moins, 6 travailleurs sur 10, 4 sur 10 pour les 40 ans et plus, qui seraient intéressés à obtenir une évaluation en santé mentale si elle était offerte, gratuitement et de façon confidentielle. Ça, c'est intéressant parce que, je suis certaine que beaucoup d'entre vous, en ce moment, vous êtes en train de vous dire que c'est disponible sous une forme ou sous une autre. Donc, c'est déjà là. Mais est-ce que c'est communiqué? Est-ce que c'est communiqué de façon standard, de façon régulière? Est-ce que vos employés comprennent que de passer ce type d'évaluation, c'est aussi important que les examens de routine de leur santé physique? Puis, ces évaluations-là peuvent mener à l'utilisation des ressources de counseling. Donc, peu importe les facteurs qui ont mené à cet état de vulnérabilité de la santé mentale, le counseling fait une différence. Alors, basé sur nos données de PAE, donc Programme d'aide aux employés, on sait que les employés qui y accèdent ont initialement une perte de productivité de 57 heures par mois en moyenne. Donc, c'est le présentéisme principalement. Puis suite au counseling, la perte de productivité est moindre. Il y a un gain de 21 heures de productivité par mois. Donc, au courant d'une année, ça équivaut à 7 semaines de productivité. C'est non négligeable. Pour s'assurer que les gens sont au courant du soutien, des services qui sont disponibles, faire ces communications-là sur une base régulière, de façon répétitive. Il faut que les communications soient inclusives, qu'ils soient dénuées de stigmatisation, que ça soit clair que la participation est sur une base volontaire, que c'est 100% confidentiel. C'est seulement en répétant le message, en répétant, que le message va être entendu, puis finalement retenu. Vous voulez que le message soit retenu pour que les employés sachent ce qui est disponible et comment y accéder lorsqu'ils en ont besoin. Puis vous voulez aussi que le message soit retenu parce que l'impact est non seulement positif pour les employés, mais il est aussi positif pour l'organisation. Les modalités de soutien sont, aussi des éléments qui sont importants. Alors pendant la pandémie, on a été en mesure de déployer des services de façon numérique. Ça fait des années qu'il y a du soutien numérique en santé mentale de disponible. Puis l'utilisation, le développement des outils de soutien a explosé dans les 3 dernières années.
Puis ça, c'est très bien. Ça a facilité l'accessibilité aux ressources, ça apporte une aide concrète pour des gens qui autrement n'auraient peut-être pas été en mesure d'aller chercher de l'aide parce que leur situation personnelle ne leur permet pas de s'engager dans des sessions de counseling en personne. Mais il ne faut pas oublier que quand on demande aux gens, aux employés, euh, que pour la moitié d'entre eux, la préférence, c'est du soutien en personne ou un certain niveau de soutien en personne. Donc, ils ont besoin de rencontres en personne pour développer la connexion qui est nécessaire pour être à l'aise, pour discuter, pour vraiment aller au fond des choses. Puis la dernière chose qu'on veut faire, c'est de limiter les choix. Parce qu'en limitant les choix, on ajoute des obstacles à aller chercher de l'aide. Puis regardez plus en détail ce qu'on a à l'écran en ce moment. Donc, c'est près de la moitié pour les 40 ans et moins. Euh, donc, la donnée une personne sur deux n'est pas poussée par les gens, par les travailleurs un peu plus âgés qui préfèrent démesurément un soutien en personne. C'est un besoin pour tous. Maintenant, je vais vous parler de ce qui fait une différence au niveau de la culture puis du leadership. Alors, la relation avec la culture organisationnelle et les gestionnaires a un impact. Nos données montrent une grande différence entre les types de leadership, donc des qualités particulières chez les gestionnaires et la santé mentale de leur équipe. Alors, fondamentalement, être inclusif, être orienté vers le succès de l'équipe plutôt que son succès individuel, être simplement humain sont des qualités importantes. On observe aussi que ceux et celles qui sont inspirants, donc des gestionnaires qui sont aptes aussi à prendre des décisions sans rigidité excessive, ont aussi des employés qui se sentent plus en sécurité, qui se sentent plus à l'aise d'être eux-mêmes au travail. Puis tout ça, ça a un impact positif sur la santé mentale. Même chose au niveau de la culture organisationnelle. Puis ici, on parle vraiment de la base, se sentir en sécurité, être respecté, pas être dans un environnement hostile. C'est important parce que quand ces éléments-là ne sont pas en place, quand on ne se sent pas en sécurité, qu'on est méprisé au travail, qu'on évolue dans de l'hostilité, il y a tellement d'énergie qui est brûlée pour survivre à ces conditions-là qu'il ne reste plus d'énergie pour autre chose. On ne peut pas être productif, on ne peut pas faire preuve d'innovation, de créativité, on ne peut pas avoir un mieux-être optimal dans des conditions comme ça. Donc ça, c'est la base. Être en sécurité, respecté au travail. Puis en plus de ça, on peut obtenir encore plus des employés, des travailleurs en étant inclusifs, en les inspirant, en étant flexibles. Puis, ces éléments-là sont importants au point que ceux qui travaillent dans les organisations qui n'ont pas ces indicateurs positifs, donc dans des milieux de travail qui sont caractérisés par des indicateurs négatifs, donc ces employés-là sont 2 fois plus susceptibles de souffrir de symptômes d'épuisement professionnel, 2 fois plus susceptibles de se sentir angoissés et qui ont aussi 2 fois plus de risques de problèmes de consommation d'alcool. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait un survol de ce qui fait une différence au niveau principalement des avantages, des services, de la culture. On a aussi dédié du temps pour évaluer les pratiques reconnues par des organismes, puis des organisations externes, en plus de notre propre recherche sur ce qui constitue un milieu de travail qui fait la promotion d'une saine santé mentale. Donc, on parle de milieu de travail qui fait une différence. Donc, on a regardé ce qui s'est passé au niveau des normes nationales du Canada, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Puis, on a rassemblé le fruit de nos recherches dans ce qu'on a appelé l'indice de stratégie organisationnelle pour la santé mentale. C'est un outil d'auto-évaluation qui est disponible en ligne sans frais, aussi pour tous ceux et celles qui participent à la session d'aujourd'hui. Donc, je vous donne plus de détails dans un instant, mais en gros, c'est un outil qui vous aide à comprendre où vous en êtes en termes de politique organisationnelle, puis ça vous fournit des recommandations personnalisées sur les prochaines étapes à considérer pour poursuivre le développement de votre stratégie. Donc, pas la prochaine étape générique, relativement applicable à toutes les organisations. La prochaine étape qui fait le plus de sens pour votre organisation spécifiquement. Puis, c'est intéressant, c'est aussi un outil de comparaison. Donc, jusqu'à maintenant, on a plus de 700 organisations qui ont complété l'évaluation, puis ça nous a permis de développer des données de référence robustes. Alors, vous pouvez vous comparer vos scores avec ceux d'organisations de la même industrie ou d'organisations d'une taille semblable.
Puis vous avez des scores aussi au niveau de 4 niveaux de maturité. Alors le premier niveau, c'est un niveau, où on évalue la conformité à la gestion des risques de base. Deuxième niveau, c'est un niveau un peu plus réactif. Donc, est-ce qu'il y a des services qui sont disponibles lorsque les employés ont besoin d'aide? Ensuite, on parle de disponibilité de programmes proactifs pour favoriser une santé mentale optimale. Puis finalement, le dernier niveau de maturité qui est vraiment l'intégration de la stratégie de soutien en santé mentale au niveau de la culture organisationnelle. Donc après avoir analysé nos données, on observe qu'il y a place à l'amélioration. Alors c'est le même principe pour l'échelle qui est utilisée. On a un score, de 80 plus. C'est une situation qu'on considère, optimale, donc exemplaire. Un score de 50 et moins, c'est une situation qui est un peu plus à risque. Donc ici, on parle au niveau de familiarisation. Puis entre les 2, c'est un gradient qui indique, une certaine, pas nécessairement une certaine précarité, mais on est sur la bonne voie. Mais il y a tout de même du chemin à faire. Donc, vous avez, comme je l'ai mentionné, les scores qui sont fournis pour les 4 niveaux de maturité organisationnelle. Donc, on a un score global de 62. Donc, ça, c'est bien. Au niveau conformité en termes de gestion de risque, donc ici, on parle, par exemple, d'avoir en place des politiques contre le harcèlement. Ça se passe bien, on s'en sort bien. Mais il y a définitivement place à l'amélioration, même juste au niveau du soutien de base. Donc ici, on voit le score, général, de 55. Donc ici, on parle des fondements d'un soutien pour la santé mentale. Hem, est-ce que les employés savent où aller pour demander de l'aide? Est-ce que la qualité des services, est suffisante? Il y a aussi, place à l'amélioration pour du soutien proactif pour promouvoir la santé mentale optimale. Puis, beh, aussi évidemment, au dernier niveau de maturité, au niveau de l'intégration du soutien. Alors il y a du chemin à faire, mais il y a des choses qui sont encourageantes. Donc plus de la moitié, des organisations, des employeurs qui ont rempli le sondage aspirent à être exemplaires, à être des leaders dans les politiques organisationnelles pour le soutien de la santé mentale. Puis j'ose assumer que la majorité d'entre vous aujourd'hui, a cette aspiration. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En résumé, on a 4 points principaux à retenir. Donc, la pandémie a creusé l'écart entre les générations en matière de santé mentale. L'impact est ressenti de façon accrue chez les générations de travailleurs plus jeunes. Puis, ce n'est pas un problème qui va se régler avec l'âge. C'est un problème qui poursuit, lorsque les travailleurs, évoluent dans leur vie d'adulte. Les préoccupations qui sont actuelles à propos de la productivité des travailleurs, sont pertinentes avec ce qu'on voit au niveau de la santé mentale. Je l'ai répété plusieurs fois, santé mentale, productivité au travail, tout ça, ça va ensemble. Si on observe un déclin de la santé mentale et du mieux-être, on va observer un déclin de la productivité au travail. L'anxiété, la dépression, l'isolement, ce sont des problèmes spécifiques, qui ciblent spécifiquement les plus jeunes. Puis, comme je viens de le mentionner, ça va les poursuivre lors de leur développement de carrière. Donc, c'est important d'aborder ces enjeux-là maintenant. On a besoin d'une intervention maintenant. Puis, sans intervention, le risque actuel ne va pas diminuer. C'est pas parce qu'on a enlevé notre masque qu'on est revenu, où on en était avant. Au niveau des actions clés, hem premièrement, de comprendre les risques, les enjeux qui sont reliés à la santé mentale. Donc, j'ai touché à beaucoup de points aujourd'hui. Puis, je vous invite à consulter nos rapports de l'indice de santé mentale. Il y a beaucoup plus d'informations. On a de l'information aussi selon les industries. On a la progression, le score mois par mois. Donc, c'est vraiment des données en temps réel qui sont pertinentes autant au niveau de l'aide, du soutien qui peut être apporté, mais juste au niveau de faire un peu un, un check sur ce qui se passe. Donc, je vous invite, à les consulter. Ils sont disponibles depuis, depuis le début, de nos publications. Hem, Puis aussi, considérer le risque de rien faire. On comprend ce qui se passe en ce moment, puis à partir de là, projeter
ce qui sera les enjeux un peu plus tard. Projeter les coûts que ça va apporter un peu plus tard au niveau de la main-d'œuvre globale. Le groupe de travailleurs plus jeunes ne sont pas plus vulnérables parce qu'ils sont plus jeunes. J'ai mentionné, c'est une problématique de cohorte et ça va se poursuivre. Donc, il va simplement avoir plus de risques dans la population avec le temps. Donc, si je fais un parallèle avec la santé physique, puis qu'on se dit, bon, que le risque cardiovasculaire chez les jeunes a passé de 10% à 50%, il y aurait beaucoup d'attention qui serait portée à cette augmentation de risque-là. Porter la même attention au soutien pour la santé mentale. Donc ici, on vous recommande, une approche à 3 volets. Donc, porter une attention particulière sur vos évaluations, sur vos services en santé mentale, de vous assurer qu'ils répondent aux besoins actuels de votre population. Donc, sondez votre population, demandez, spécifiquement leurs besoins. Vous allez voir différents groupes, différents besoins. Donc, c'est important d'avoir des données pour pouvoir faire un changement et mesurer ce changement. Faites la promotion de la formation en milieu de travail. On a vu l'importance, des gestionnaires, l'importance de la culture organisationnelle. Tout ça, ça passe par des communications, par la gestion de changement, par la formation. Puis ça aide à créer des milieux de travail qui favorisent une bonne santé mentale. Puis finalement, je vous invite à utiliser, l'indice de stratégie organisationnelle pour la santé mentale pour déterminer où vous vous situez, de passer en revue les recommandations. Je vous invite à nous contacter pour en discuter, à regarder où vous vous, situez, selon, votre industrie, selon la taille de votre organisation. Donc, je suis convaincue que ça va vous apporter, des pistes de solutions, pertinentes pour vos prochaines étapes. Donc, ici en terminant, on n'est pas tenu de comprendre, pardon, le contraire, on est tenu de comprendre les tendances, mais sans forcément les accepter. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez retenu que la situation est critique, que c'est important de l'adresser, mais qu'il y a des actions concrètes qui peuvent être faites, pardon, puis que votre soutien fait une différence. Donc, si vous avez des questions, suite à la présentation d'aujourd'hui, des questions, qui ont popé au cours de la présentation ou même, plus tard lorsque vous allez réfléchir à tout ça, suite à la journée, d'aujourd'hui, je vous invite à me contacter directement. Donc ici, on voit, mon courriel, à l'écran. Puis aussi, si vous voulez en savoir davantage sur nos solutions pour les employeurs en matière de santé mentale et de mieux-être, je vous invite à consulter, notre site internet sur TELUS Santé. Merci beaucoup, Madame Grandmaison. Merci pour votre participation.